Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé ou Café, un podcast de Caméo issu d'une discussion live sur le thème Gagner sa vie sans se perdre, repenser sa relation à l'argent quand on est multipotentiel. Notre mission avec Caméo est de permettre aux multipotentiels de mieux comprendre leur fonctionnement et de s'épanouir avec ce profil de touche à tout en proposant des informations, accompagnements et outils concrets à utiliser au quotidien. Dans cet épisode, on a abordé sans filtre un sujet qui nous concerne tous, l'argent. Pourquoi est-ce si compliqué d'en parler, d'en gagner, ou simplement de le gérer quand on est multi ? On a partagé nos réflexions, nos lectures, nos outils et nos galères aussi. On espère que ça t'aidera à y voir plus clair, à te sentir moins seul, et peut-être à poser les premières briques d'une relation apaisée à l'argent. On te souhaite une excellente écoute. Ce soir, on me proposait d'un sujet qui est souvent très touchy, comme on dit chez moi, à savoir l'argent, le rapport à l'argent. Et avec une question, ou en tout cas une proposition de thématique ce soir, gagner sa vie sans se perdre, repenser son rapport à l'argent. C'est quelque chose qui est très intéressant, contre lequel je trouve que on est encore en plein dedans. Je pense que c'est un truc dont on ne se sort vraiment jamais. Je sais, tu me corrigeras si je me trompe, mais en tout cas, moi je sais que je suis encore dedans. Et pourtant, on a fait déjà beaucoup de travail dessus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, de par nos propres expériences, mais aussi par rapport à ce qu'on peut rencontrer sur les gens qu'on peut accompagner, que ce soit sur le parcours ou sur d'autres programmes qu'on propose avec Cameo, qu'on rencontre au sein de la communauté, dans les blabla, etc. Donc voilà, un petit peu de quoi on va parler ce soir, Julien. Je sais pas si tu veux. Effectivement, l'argent, sujet très touchy pour les multipotentiels, pour plusieurs raisons. Notamment le fait que, c'est toujours compliqué en fait d'allier, de concilier la stabilité financière et une diversité de projets. C'est difficile de faire carrière quand tu as changé plusieurs fois de domaine dans ta vie en fait, hein, on va pas se mentir, hein. Je veux dire, c'est bien d'avoir fait, plusieurs changements de carrière, de domaine, d'apprendre de nouvelles choses et cetera, mais c'est difficile à ce moment-là de construire une carrière et d'augmenter, son salaire quand tu es amené à changer souvent. Parce que tu repars à zéro, parce que tu es reconsidéré comme un junior et donc c'est difficile. Voilà, c'est difficile pour ça et même pour, aussi les entrepreneurs, on va en parler, hein, aussi, le fait que, de temps en temps, c'est difficile de monétiser son savoir, ses connaissances, quand souvent, on peut avoir des facilités avec ce qu'on fait, donc on a l'impression que ça a pas de valeur et quand on souffre d'un syndrome de l'imposteur plus, qui nous dit que, on est jamais assez bon pour ce qu'on nous demande. C'est ça. Et je rajouterais aussi, de toute façon, on va parler beaucoup de psychologie ce soir, comme on en parle, régulièrement à chaque fois qu'on est ensemble. Mais effectivement, en tant que multipotentiel, on se place très souvent dans une position d'apprenant perpétuel et qui dit apprenant, dit, non spécialiste ou non expert et donc dit que même nous, c'est difficile de demander. C'est-à-dire que les entreprises effectivement peuvent avoir mais il y a toujours moyen d'organiser, son profil, son CV pour montrer l'apport qu'a pu avoir chaque activité sur ce qu'on veut construire. Et même si on a dû refaire une formation en repartant de zéro pour avoir le diplôme et faire, on peut pas, on n'est pas pareil quand, on sort juste de l'école et qu'on n'a pas vécu ou quand on s'est reformé à 40-45 ans, 50 ans et qu'on a toute une expérience, une expertise, un savoir-être, un savoir-faire précédent qui vient nourrir ce que c'est. Donc il y a des choses qu'on peut faire au niveau des entreprises, mais le problème c'est que des fois c'est nous-mêmes qui nous bloquons sur la valeur qu'on attribue ou qu'on ose demander ou qu'on ose ouais, demander, je pense que c'est le truc, mais même s'accorder à soi-même pour avoir être rémunéré à sa juste valeur, que ce soit parce qu'on est entrepreneur et qu'on vend des services ou des produits, etc., et qu'on va être rémunéré à sa propre valeur, ou alors qu'on soit salarié et qu'on essaye de tirer son épingle du jeu pour quand même avancer un petit peu aussi au niveau de sa carrière professionnelle. Voilà ce que je voulais rajouter. Et tu fais bien de le souligner. Je pense qu'on peut donner le programme de ce soir. Je pense que déjà on va attaquer l'aspect évidemment, on peut pas parler d'argent sans toucher du sujet émotionnel, en fait. C'est vraiment très à l'émotionnel. Il y a tout un système de croyances, souvent limitantes autour de l'argent. On va en parler. Moi, j'aurai un ouvrage qui est particulièrement intéressant, à ce sujet, que j'aurai à vous conseiller. Ensuite, j'avais envie de vous partager également
des choses un petit peu plus froides, un exercice un peu plus, tu veux, terre à terre qui est, comment calculer, sa sécurité financière, son indépendance financière et sa liberté financière. Hein, les 3 concepts qui me semblent intéressants pour désacraliser, en fait, ce nombre, qu'on a l'impression de connaître, mais qu'on garde rarement en face finalement, qu'on calcule rarement, qu'on prend rarement le temps de calculer réellement. Et enfin aussi, j'avais envie qu'on parle un peu de la psychologie de l'argent et les comportements financiers qu'on peut avoir et là aussi, j'aurais un autre ouvrage à conseiller sur la thématique, mais je trouve ça vraiment intéressant justement de parler de ouais, de toute la psychologie qui a trait, autour de l'argent. Voilà et puis, j'aimerais aussi inviter c'est souvent un sujet qui fait parler, c'est souvent un sujet qui est source de stress. J'aimerais inviter les personnes qui nous écoutent, soit en direct, soit en enregistré, en rediffusion et bien, à ne pas hésiter à partager avec nous, eh bien, leurs difficultés, les défis à laquelle, ils font face, par rapport à l'argent. Leur rapport à l'argent, est-ce qu'ils l'estiment, sain? Est-ce ils pensent qu'ils ont mal travaillé? Quelles sont les difficultés, voilà, par rapport à tout ça? Voilà, n'hésitez pas à partager avec nous, on se fera un plaisir de répondre et de partager si vous le souhaitez en direct avec le million de personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Comme tous les soirs. On fait concurrence au Super Bowl, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Super. Du coup, on commence. Bah, je te Du laisse commencer. Ouais, écoute, du coup, j'avais envie de parler, voilà, des croyances limitantes autour de l'argent. Heu, alors, je vais me baser sur un livre que je trouve vraiment génial, qui est, «Ce que l'argent dit de vous» de Mhm. Junod. Donc Junod, c'est Junod et il parle du fait que l'argent, c'est un révélateur de nos croyances profondes. Donc d'où viennent ces croyances? C'est la question qu'il pose. C'est les exercices qu'il propose aussi dans ce livre. Les croyances sur l'argent, elles peuvent venir de la famille, évidemment. Il donne l'exemple, hein, si on a toujours vu nos parents se disputer au sujet de l'argent, eh bien, on va avoir un comportement face à l'argent, on va voir ça comme un problème, consciemment ou non, souvent inconscient, hein. Donc on va tendance soit, à le repousser. Exemple, vous avez fait une prestation, vous êtes entrepreneur, vous avez fait une prestation et vous tardez à faire une facture, pour vous faire payer. Ou, à le dépenser, à être un vrai panier percé parce que pour vous, garder de l'argent justement, c'est source de problèmes. Voilà. Donc ça peut venir de la famille, de l'éducation ou de la société aussi, hein. On le voit, hein, quand on se balade sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un sujet central. C'est un sujet qui fait beaucoup parler. Les gens s'en servent beaucoup aussi pour se mettre en avant, pour essayer d'afficher une certaine réussite, pour pouvoir après vendre derrière d'autres, d'autres services, assez discutables parfois. Mais voilà, en tout cas, il y a énormément de croyances sur l'argent et donc on peut penser par exemple que, bien, l'argent ça corrompt, hein, c'est quelque chose de mal. Heu, on peut penser que l'argent permet aussi la liberté, une certaine forme de liberté. On peut aussi penser que, eh bien, si c'est facile et naturel pour nous, quelque chose est facile et naturel, eh bien, on peut pas se faire payer pour le faire, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mhm. On peut aussi être amené à penser qu'il faut choisir entre passion et rentabilité. Mhm. Ce qui est le corollaire de ce qu'on vient juste de dire, c'est-à-dire que bah, si on aime ça, c'est pas du travail, ça ne nécessite pas rémunération. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment passionnant. Je sais pas où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu as d'autres peut-être croyances que tu veux ajouter? Ouais, j'en ai juste une autre de croyance qui je trouve très pernicieuse et qu'on voit, beaucoup de milliardaires font beaucoup parler d'eux en ce moment, dans le monde et je trouve que on leur donne une grosse importance parce que pour moi, il y a une croyance sur l'argent qui est, que si on a de l'argent, la quantité d'argent qu'on possède, est une réflexion de la qualité de la personne et que donc si une personne a beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il a beaucoup de qualité et qu'il a du coup un poids plus important sur certaines décisions. A contrario, le corollaire de ça, c'est qu'on se dit que si on n'arrive pas à être payé, enfin si on n'est pas payé beaucoup, si on n'a pas un gros salaire, si on n'arrive pas à monter ses prix de prestation, etc., se dire qu'en fait on n'a pas... Ça donne une idée de la valeur qu'on peut avoir. Et une chose que je voudrais dire, enfin, l'argent, c'est très compliqué, mais c'est des choses que je me répète moi parce que j'ai ces biais. Hein, je pense que c'est, comme tu disais, la famille, la société. Moi, j'ai une famille ouvrière, donc bah, l'argent, c'était pas un problème, mais c'était pas non plus. Voilà, c'était le quotidien de la plupart des gens. Mais t'as tout ça, il y a beaucoup de choses à déconstruire, et comme je te disais, je suis encore en plein dedans sur ça. Mais ce côté, l'argent qu'une personne a définit sa valeur.
ça définit la confiance qu'on peut lui donner. En fait, c'est des choses qui ont été construites par les banques, par ben, si tu as de l'argent, je peux t'en prêter, si t'en as pas, non, je peux pas t'en prêter, alors que ben, en fait, c'est là que j'en ai le plus besoin. Donc, mais voilà, ton niveau de rémunération est corrélé à la confiance qu'on peut t'accorder. Si tu veux louer un logement, si tu veux faire un prêt, acheter un truc, etc., même des choses de première nécessité, pour qu'on te prête quelque chose, qu'on te fasse confiance sur quelque chose, il faut que tu aies des revenus stables, d'un certain niveau, etc. Et donc du coup, je pense que ça continue à porter ce biais-là qui je trouve est très important sur le niveau de rémunération, enfin le niveau d'argent que tu as définit ta valeur. Donc tu es capable de générer, définit ta valeur et vice-versa. Et je trouve qu'il est très très dangereux et c'est un de ces biais que je remarque beaucoup actuellement, mais même pas au niveau de mon rapport moi à l'argent, mais au niveau du rapport, bah, comme je disais, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, etc. en ce moment, où les milliardaires prennent un peu voilà, on sait qu'on est en train de vivre des moments historiques, etc. Et ça vient questionner, moi, ces biais-là psychologiques qu'on peut avoir sur, ben, parce qu'il a beaucoup d'argent, du coup, il a plus le droit à la parole, il a plus sa valeur. Enfin, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup en ce moment. On est un peu en dehors du sujet, mais voilà, je voulais le Non, partager non, je parce pense que que je trouve qu'il est important et je trouve que moi personnellement, j'ai longtemps cru, enfin pas cru, mais j'ai souffert de cette croyance que parce que j'avais pas un gros salaire, c'est que j'avais pas une grosse valeur dans mes premiers temps, dans mes premiers jobs, etc. C'était quelque chose qui venait s'ajouter à d'autres croyances comme bah, je commence en bas de l'échelle, c'est normal que je sois pas payée, même si en fait je fais le boulot de 3 personnes et que voilà, ou voilà, d'autres choses qui peuvent venir, ou alors bah, je débute, donc est-ce que je peux vraiment faire payer quelque chose, une prestation, est-ce que je peux la faire payer? Le nombre de trucs que j'ai fait gratuitement en commençant, assez impressionnant. Pas parce que c'était une entente, etc., mais juste parce qu'en fait, je n'osais pas demander de l'argent. Parce qu'il y avait ce côté, ça oblige à quelque chose et j'arrivais pas à passer ce truc-là et à m'imaginer avoir cette valeur-là. bah, on a l'impression de devoir se justifier en fait d'un tarif qu'on propose, hein. Le nombre d'entrepreneurs qu'on accompagne qui offrent des prestations sans qu'on leur ait rien demandé, c'est hallucinant en fait, hein. C'est vraiment à chaque fois: «Tiens, OK, je vais te faire une séance photo et puis au lieu de te faire 10 photos, je vais t'en offrir 3, 4 de plus», voilà. Parce qu'on a l'impression, souvent bien que, on est en train d'arnaquer les personnes parce que, on n'est pas à la hauteur de la prestation, parce qu'il faut qu'on justifie un prix, qui de temps en temps nous paraît élevé, parce que tout simplement, on est en train de faire une projection vers la personne à qui on propose ce service et se dire, «Beh, la personne est dans la même condition que moi, n'a pas, la relation à l'argent que j'ai, donc c'est d'être en manque, la personne en face est en manque» et cetera et d'oublier finalement, ce pourquoi on nous a demandé de faire la prestation et de nous focaliser plus que sur l'aspect, financier de la chose et ça peut C'est ça. vraiment, vraiment devenir problématique quand tu es entrepreneur ou même quand tu es salarié et que tu dois être amené à négocier un salaire. Alors moi, j'avais envie de parler justement vraiment de recentrer, enfin de centrer ce sujet sur le profil multipotentiel. Un des aspects de l'aspect multipotentiel, c'est vraiment le fonctionnement autotélique. Donc, pour rappeler ce que c'est, le fonctionnement autotélique, c'est vraiment faire les choses pour le plaisir de le faire, pour le plaisir d'apprendre et non pas pour une recherche d'un statut, de pouvoir ou d'une reconnaissance ou d'un salaire, enfin d'une reconnaissance, financière et ça, souvent, ça nous amène à, ne pas considérer, en fait, vraiment cet aspect financier, le mettre un petit peu de côté et rarement, l'aborder, quand on doit, commencer un nouveau boulot ou proposer ou demander un prix pour sa prestation. Parce Ou qu'on est même tellement revendiquer. focalisé revendiquer, voilà. Je fais pas ça Ça pour valait l'argent. exactement. Je fais pas ça pour l'argent et tout de suite: «Non, non, mais ça va, non, non, mais c'est OK, ce que vous me donnerez, ça me suffira, en fait» et vraiment de mettre ça de côté et je pense que beaucoup, beaucoup de personnes ont ce problème avec ce rapport à l'argent qui n'est pas si évident à résoudre. Déjà, je pense qu'il faut en être conscient. J'avais envie de vous partager bien les apprentissages clés de ce livre, même si je vous invite vraiment à le lire, hein, «Ce que l'argent dit de vous» de Christian Junod. Déjà, donc il parle de comprendre sa relation à l'argent. Donc il dit que l'argent, beh, c'est souvent un sujet tabou qui révèle une part de notre intimité. Il appelle ça une monnaie attitude, hein. Quelle est finalement, notre attitude face à l'argent? Et il dit que ça influence fortement notre rapport à l'argent et à notre vie de manière générale.
Et moi j'aime bien, il décrit si tu veux 3 tendances principales dans la relation à l'argent. J'ai vaguement évoqué tout à l'heure. Le premier, c'est il appelle ça le profil écureuil, donc la tendance à amasser, économiser constamment. Le deuxième, c'est le repousseur, quelqu'un qui a tendance à dépenser, inconsidérément, hein. Dès qu'il a de l'argent, il faut absolument qu'il le dépense. Et puis, il y a des gens qui sont en espèce de mix des 2 profils, de ces 2 profils qu'il appelle les montagnes russes. Donc l'alternance entre le profil, je garde un maximum d'argent ou, je le dépense le plus vite possible parce que justement, pour moi, l'argent, j'associe ça à des problèmes, à des disputes, à voilà, à une source de stress. Il parle des impacts sur la vie personnelle et professionnelle, que ça finalement notre relation à l'argent va affecter nos relations familiales et sociales et que ça va également influencer évidemment nos projets, professionnels et notre vision de l'avenir. C'est sûr que si jamais tu t'imagines tout le temps en manque d'argent et que tu as l'impression que tu auras jamais les moyens finalement pour réaliser tes projets, tu pas envie de faire des projets, à considérer et puis tu sens que ça va toujours être une problématique et ça va t'empêcher d'avancer et puis aussi ça va t'empêcher tout simplement de temps en temps, ne serait-ce que de proposer, bien ton savoir-faire. Moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes qu'on accompagne, hein, en fait, d'une certaine manière, tu prives un peu en faisant ça, tu prives les gens de l'expérience qu'ils peuvent vivre avec toi, qu'ils ont envie de vivre avec toi, mais ta relation à l'argent qui fait que tu repousses et que tu as pas envie de proposer, tu as l'impression de entre guillemets, «te prostituer» un peu, voilà, dès que tu dois vendre, dès que tu dois demander de l'argent, eh bien, t'empêche finalement de proposer, tes prestations, ou en tout cas de le faire de manière saine pour que tu puisses en vivre et pouvoir continuer ton art. Donc, il parle du fait qu'une mauvaise relation évidemment, à l'argent, ça peut engendrer du stress et de l'anxiété, ça on le voit, hein, enfin je veux dire c'est un problème qui est très courant et pour lui, l'objectif c'est de trouver une certaine forme de sérénité face à l'argent et de remettre l'argent à sa juste place. C'est-à-dire comme un outil et non pas une fin en soi. Moi, je l'ai souvent dit, mais de temps en temps aussi, ça veut dire des choses dans le fait quand je dis ça, c'est que pour moi, si tu veux, une société qui a pour finalité de faire de l'argent, c'est voué à l'échec. Pour moi, ça doit vraiment, passer outre ça. Mais c'est une conséquence finalement des choses que tu fais, du service que tu proposes, des produits que tu proposes. Donc il faut pas non plus, être dans, «Non, non, mais attends, moi je veux surtout» C'est oui, ça. OK, c'est peut-être pas ta finalité de faire l'argent, mais c'est une conséquence et puis pour que tu continues à pouvoir proposer tes prestations, il faut évidemment que tu puisses, les facturer. Voilà. Et moi, c'est un truc que je trouve hyper intéressant et que, bah, je remercie YouTube et tous les créateurs et les vulgarisateurs de contenu qui existent, qu'on peut trouver là-dessus. J'essaierai de retrouver la chaîne, mais vous avez énormément de vulgarisateurs d'économie, qui existent maintenant. Et je trouve ça hyper intéressant, déjà parce qu'ils font des contenus qui sont super, ludiques et qui permettent vraiment de comprendre des choses. L'argent, moi, c'est quelque chose qui me rebute de base, déjà parce que c'est des mathématiques et des tableurs Excel de base. J'ai rien Oui, il faut quand même imaginer qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai été prof de maths, mais bon, c'est pas c'est une erreur de parcours probablement. Mais en tout cas, c'est quelque chose enfin voilà, vous me demandez de calculer des pourcentages, des machins, je veux dire, tu parles de taxes, tu parles de comptabilité, je ne comprends littéralement, mon cerveau n'est pas fait pour comprendre ça. Et c'est OK. Mais du coup, ces personnes-là, du coup, ça ne m'encourage pas à le faire. Mais ces créateurs de contenu-là, en fait, arrivent à faire comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est l'argent. Et quand tu disais remettre l'argent à sa juste place, je trouve que s'éduquer sur qu'est-ce que c'est l'argent, comment on gère ses finances. Vous en avez énormément des créateurs qui font ça. Je vous mettrai, ce sera peut-être l'occasion, bah, inscrivez-vous à la quinzo et puis dans une prochaine quinzo, je vous partagerai ces vidéastes que je peux regarder. Le fait de s'éduquer à comment fonctionne l'argent et enfin, comment ça marche en fait. Déjà, ça permet de déconstruire énormément de discours, ce qu'on entend, que ce soit politique, etc. Donc ça permet d'avoir un éclairage sur ce qui se passe dans le monde et comment les choses fonctionnent entre les banques, etc. Mais aussi sur soi, d'arriver à remettre, comme tu disais, l'argent à sa place, c'est-à-dire que l'argent, c'est un outil de dialogue. Ça permet d'avoir un échange de services et au lieu d'avoir, du troc, ça permet de pondérer des échanges de services. C'est quelque chose qui est fait pour circuler, c'est quelque chose qui est fait j'aime pas dire produire de la valeur, mais juste pour faire circuler la valeur, en fait. C'est quelque chose qui circule. C'est un petit peu comme l'électricité, en fait. L'électricité, oui, on peut avoir des batteries, externes et cetera, mais ça peut se vider, ça peut faire et cetera. Le circuit électrique, si on s'intéresse à l'électricité, la production d'électricité, au niveau d'un pays ou d'un continent, comme l'Europe, c'est pas quelque chose qui se stocke
en fait. C'est quelque chose qui tourne en permanence et qui est vivant et on doit acheter, vendre pour être sûr d'avoir et cetera. Mais c'est quelque chose qui est complètement vivant, que pas se mettre dans une boîte et garder, enfin en tout cas ça marche pas bien. Ça perd au fur et à mesure quand on fait ça et c'est ce qu'on voit, si on garde 100 €, si on avait planqué 100 € sous son matelas, quand les euros sont sortis, on avait 600 francs. Aujourd'hui, si si on essaie de faire le truc, ben, en fait, ouais, ça a perdu de la valeur et c'est normal, c'est l'inflation. Mais en fait, s'éduquer sur l'économie, s'éduquer sur l'argent, je trouve que ça permet de créer, peut-être c'est mon tips à moi ce soir, après les super livres que Julien vous conseille, mais c'est mon tips à moi, c'est de s'éduquer sur qu'est-ce que c'est l'économie. Et si vous trouvez ça indigeste, il y a énormément de créateurs de contenu qui rendent ça ludique et qui permettent d'avoir des bases pour comprendre et justement d'après aller comprendre un petit peu quelles sont les croyances, qu'est-ce qui est croyance chez nous sur l'argent. D'où ça vient en fait, parce que quand on voit après les croyances, souvent le fait de les confronter à la réalité de ce qui se passe, ça permet de les mettre en lumière. Et donc du coup, ça permet de travailler dessus. Non, tu fais bien de le dire. On partagera, nos ressources, donc non seulement les livres, comme j'ai cité, mais également, comme tu dis, les chaînes YouTube et moi, j'ai des podcasts que j'ai écoutés, j'ai plus les noms en tête, mais qui sont vraiment super justement pour travailler, sa relation à l'argent. Donc voilà, pour résumer, Christian Junod, il parle: «L'argent est un miroir, de nos émotions et nos croyances» et prendre conscience finalement, le message qu'il veut faire passer, c'est que prendre conscience déjà de nos blocages qui sont liés à l'argent, c'est le premier pas pour changer, hein, comme, tout changement en fait et que cultiver une relation apaisée, moi j'aime bien cette partie-là, mais il dit que cultiver une relation apaisée avec l'argent, ça permet d'attirer plus d'opportunités. C'est vrai quand tu as plus ce problème finalement, quand tu as plus de problèmes, liés à l'argent, tu es ouvert aux opportunités et tu es plus en confiance finalement pour aller vers ces opportunités et les saisir. Et c'est vraiment ainsi, enfin, si vous avez vu d'autres lives ou d'autres replays qu'on a fait, de discussions qu'on a eues, l'argent, au même titre que plein d'autres choses, est éminemment, a un impact éminemment psychologique chez nous. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va provoquer en fait, on pourrait presque enfin, en fait, à chaque fois que tu amènes un nouveau point, je me dis: «Mais oui, on en a parlé dans ce truc-là, on en a parlé dans ce truc-là». Parce qu'en fait, on retrouve un peu les mêmes mécanismes, Bien sûr. vis-à-vis de l'argent. C'est hautement psychologique, ça a un impact hautement psychologique chez nous. Et comme tu disais, la première chose, c'est de s'en rendre compte. La plupart des gens ne s'en rendent absolument pas compte, de quel est leur rapport à l'argent et comment il fonctionne et vivent comme ça et sans pas satisfaits et peu importe leur revenu, hein, peu importe le niveau de revenu, vous pouvez avoir autant de gens qui gagnent 10 000 € par mois qui sont pas satisfaits, de leur revenu que, des gens qui sont au RSA. C'est, c'est absolument pas une question de quantité, c'est vraiment juste c'est purement psychologique. Donc hyper important et c'est pour ça que vous allez entendre beaucoup de parler de biais psychologiques, de biais de perception, ce soir. Pardon, je voulais le faire, mais ça m'a pardon pour l'interruption. Non, 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 pas de problème. C'est bien que tu puisses, justement, compléter, ce que je dis et par rapport à cette thématique, il y a tellement de choses à dire et c'est bien, tu fais bien de le rappeler finalement qu'il y a toujours des liens et puis on est assez bon pour le faire, je pense les multipotentiels, il y a toujours des liens finalement avec tout un tas d'autres sujets, certains qu'on a abordés déjà en live ou en podcast donc n'hésitez pas à parcourir sur le site, les autres épisodes qu'on a pu faire. Et puis, encore une fois, hein, je vous invite vraiment à nous faire vos retours et à nous partager, vous, vos vécus par rapport à cette thématique de l'argent. Puisque tu parles psychologie, la transition est toute tracée pour, faire le lien avec un second ouvrage que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, que j'ai écouté en format audio, qui s'appelle «The Psychology of Money» de Morgan Housel, qui doit être traduit peut-être en français. Vous pourrez le trouver, je pense, en français, donc la psychologie, de l'argent. Et il y a certains enseignements qui sont vraiment intéressants. Lui, il parle que mais l'argent, c'est avant tout une question de comportement. Les décisions financières, c'est pas pour lui des enfin, il dit il essaie vraiment de faire ressortir par des histoires et tout, c'est vraiment passionnant, que les décisions financières ne sont pas rationnelles, mais émotionnelles. Hein, moi, c'est ce que je dis souvent aussi à mes étudiants, quand on fait une action d'achat, en fait, on ne le fait pas, de manière rationnelle. On le fait d'abord par assouvir, une émotion, hein. Moi, quand j'ai acheté mon appareil photo, j'ai dépensé une belle somme pour acheter cet appareil photo, mais après derrière, j'ai essayé de rationaliser mon achat en disant: «Oui, mais bon, cet appareil photo, je vais pouvoir m'en servir pour amortiser et cetera». Mais à la base, c'est vraiment émotionnel, c'est quelque chose qui me faisait voilà.
C'est ça et c'est le 101 comme on dit, c'est le premier cours qu'on apprend en marketing, communication et cetera. C'est qu'un achat se fait à l'émotion et se rationalisera après. Donc voilà. Exactement, exactement. Il parle de la différence entre l'intelligence financière et il fait la différence vraiment entre l'intelligence financière et l'accumulation de richesses, que en fait, c'est plutôt la capacité à gérer son stress et son futur, finalement. Il parle d'un sujet que tu as abordé tout à l'heure, sur l'illusion du statut et de la pression sociale. Donc, beaucoup de gens dépensent, pour avoir l'air riches, plutôt que pour construire une vraie stabilité. D'ailleurs, il y a une citation sur ça, c'est: «Être riche, c'est accumuler des actifs. Paraître riche, c'est accumuler des passifs». Voilà. Quand vous voyez des gens qui sont en train de flamber, qui sont en train de rouler en voiture de sport et cetera, c'est rarement finalement des gens qui sont, réellement riches, c'est des gens juste, qui veulent paraître riches. Il a pas mal d'histoires justement pour illustrer ce propos. Moi, il y a une notion vraiment qui m'a beaucoup aidé dans ce bouquin, c'est de repenser la notion de richesse. Pour lui, si tu veux, la vraie richesse, ça réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la liberté de choisir comment passer ses journées. Et ça inclut la capacité de refuser des opportunités qui sont pas forcément alignées avec tes valeurs, en ayant un filet de sécurité financier. C'est vrai que quand j'y repense, c'est vraiment ça en fait, c'est de pouvoir être, de pouvoir avoir la liberté de, beh, par exemple, si ton boulot te convient plus, de se dire: «OK, en fait, j'ai un matelas de sécurité et je vais pouvoir avoir cette liberté de me laisser du temps pour, trouver autre chose et je suis pas dépendant». Et ça, c'est tellement, enfin, c'est enfin, c'est génial, en fait, de pouvoir avoir cet apaisement, de pouvoir avoir ce choix, de pouvoir avoir cette sécurité. C'est vraiment quelque chose, c'est pour lui, c'est vraiment un l'objectif ultime, quoi, donc voilà. Et en fait, c'est là où, je veux revenir sur le côté ultra psychologique du truc et surtout, faire comprendre aux personnes qui nous écoutent et cetera qu'encore une fois, ça ne dépend absolument pas des revenus qu'on peut avoir chaque mois. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, une personne qui gagne 10 000 € par mois, net d'impôts, genre, enfin moi, en tout cas pour moi, je trouve que c'est chouette. Pour moi, je me dis, ça serait Byzance. Et cette personne, en fait, peut avoir un rapport à l'argent qui fait qu'en fait, tout lui file entre les doigts et elle est autant stressée par l'argent, elle est autant stressée par le mois prochain, par le fait de perdre son boulot, etc., que quelqu'un qui peut être avec des revenus beaucoup moins. Alors, je vais pas parler effectivement quand on est en dessous du seuil de pauvreté ou quand on est sur les minima, etc., parce que effectivement, c'est très difficile et quand on sait même pas si on va arriver à manger à la fin du mois et tout ça, évidemment, je parle pas de ça, mais vous pouvez avoir quelqu'un qui a 10 000 € et qui a peur du mois prochain parce que, en fait, il a un rapport à l'argent qui est, bah, comme tu disais, ça lui brûle les doigts, et il va tout dépenser, il va avoir un train de vie qui est très dispendieux par rapport à ce qu'il gagne. Et puis, on peut avoir une personne qui va gagner 2 500, 3 000 € par mois, qui, elle, est tranquille parce qu'en fait, elle a réussi à gérer son argent pour à la fois se faire plaisir, mais à la fois créer son petit matelas de sécurité et se dire qu'en fait, même si elle perd son job le mois prochain, et ben, elle a plusieurs mois pour voir. Alors, les experts disent un an, ça dépend de comment on vit et où on vit et comment on est, mais ouais, si on sait qu'en fait on a un an pour voir venir, peu importe ce qui se passe, et que, bah oui, si on a des aides, et cetera, un chômage qui tombe et tout ça, ça va aller dans le temps, bah, on est beaucoup plus serein et comme tu disais, c'est ça le vrai luxe, c'est de se dire: «Ouais, si en fait demain mon entreprise met la clé sous la porte, j'ai le temps de me retourner. Je suis tranquille» et ça ne dépend absolument pas du niveau de revenu qu'on peut avoir. Mmh, Et tout ça, à pour fait. moi, c'est vraiment important de le faire comprendre aux gens parce que souvent on se dit: «Bah oui», le truc que j'entends le plus c'est, «Oui, bah, c'est sûr si j'avais 1 million d'euros par an, je pourrais vivre la vie que je veux». Bah, en fait, pas forcément. Parce que, même en gagnant 1 million d'euros par an, si en fait, ta ton rapport à l'argent n'est pas assaini et l'argent n'est pas mis à la place, sur laquelle il est, et ben, tu peux te retrouver à devoir dépenser, à te dire: «Bah, en fait, non, il faudrait que j'ai 1,5 million, il faudrait que j'ai 2 millions, il faudrait que j'ai 3 millions. Ah OK, alors c'est quoi que tu veux, en fait? C'est l'argent n'a plus de vouloir de l'argent pour vouloir l'argent, ça n'a aucun sens. Encore moins pour nous en tant que multipotentiels. Mais se poser la question de: «Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire et combien d'argent, du coup, ça nécessiterait?» et comment est-ce que je peux travailler ça pour avoir une partie qui vient de manière et cetera, c'est là qu'on arrive à des choses intéressantes. Mais pour ça, il faut être vraiment apaisé et savoir où on est, exactement comment on fonctionne. Mmh. Tout à fait. C'est pour ça que lui, il encourage, l'épargne, d'épargner non pas justement en vue d'un projet,
comme acheter une maison, une voiture ou peu importe, mais vraiment pour se faire ce matelas de sécurité. Et comme tu dis, c'est pas dépendant de ton revenu. Plutôt donc lui, il propose vraiment de fixer des objectifs très concrets plutôt que de se dire: «OK, je vais augmenter mon épargne», de manière assez floue, mais se dire: «OK, sur, mon salaire, de 1 500 € par exemple, je vais mettre 100 €, je vais épargner 100 € chaque mois en fait. Je vais mettre 100 € de côté, en fait et ça va me permettre en fait, il part de cet effet cumulatif qui fait qu'en fait, ce que tu as épargné et qui, de manière passive finalement, te augmente avec un bon rendement, va se cumuler petit à petit pour, au bout d'un moment, t'apporter justement cette tranquillité d'esprit qui va te permettre de faire des choix, éclairés et non pas des choix dans l'urgence. Parce que c'est difficile finalement de garder sa créativité, de garder, la tête froide, hein, quand, tu es constamment, en souci. En fait, tu te fais un souci pour l'argent. C'est très, très compliqué, de faire des choix qui sont alignés avec nous. Ouais, tu voulais Pardon, oui, ouais. j'étais mute, ce qui est déjà pas mal. Ça évite que je te coupe la parole. Non, je disais, c'est qu'on le sait très bien et c'est des choses dont on a parlé, mais faire des choix par défaut quand on a peur, quand on est sous pression, on sait que c'est pas forcément les meilleurs choix qu'on va prendre parce qu'on se prive d'options. Et comme tu disais, c'est que si on a un rapport apaisé avec l'argent, on va avoir plus d'opportunités. Je dirais même pas dire, je dirais même pas c'est qu'on a plus d'opportunités, c'est que c'est simplement on a plus, on s'en coupe moins, surtout. On se prive de moins d'opportunités. Je pense que les opportunités existent toujours, mais si on a un rapport avec l'argent apaisé et si, on arrive à avoir ce matelas de sécurité, par exemple, qui permet d'apaiser, mais toujours est-il, qu'il faut quand même avoir un rapport à l'argent qui soit pas, trop émotionnel ou en tout cas qu'on ait réussi à se détacher un peu de la partie émotionnelle, pure, qui a pu faire ça. Parce que vous avez des gens qui peuvent avoir enfin, moi je connais des personnes qui vivaient, on avait l'impression que, elles étaient sous le seuil de pauvreté et puis quand elles décèdent, on se rend compte qu'elles ont, des millions, dans leur compte, bancaire. Donc en ça, l'argent est vraiment un objet psychologique et il faut être raccord, enfin, faut arriver à travailler sur les émotions que ça génère. Et effectivement, bah, quand on est apaisé et qu'on arrive à mettre l'argent à sa place d'outil qui permet de faire des choses, qui permet de vivre, en fait, qui permet de vivre des expériences. L'argent, c'est ça que ça permet de faire. C'est, en vrai, ça doit permettre de vivre des expériences. L'argent, oui, c'est cool d'avoir une super belle voiture, d'avoir une super grande maison, etc. Mais enfin, moi, je sais que, en tout cas, ce qui m'intéresse le plus dans l'argent, c'est de me dire, ben, si je veux aller en vacances, faire découvrir un truc à ma fille et vivre un truc avec elle, l'argent me permet de faire ça. Au-delà, une fois qu'on a les premiers besoins qui sont, assurés et là, c'est peut-être, faire un voyage, mais ça peut être aussi me dire, ben, j'ai envie de pouvoir l'amener au cinéma, j'ai envie de pouvoir l'amener dans un musée, lui faire découvrir des choses, lui faire découvrir un film, lui faire découvrir un nouveau livre, que si on va dans une librairie et qu'on voit un livre, ben, en fait, on puisse se dire, «Oui, on peut l'acheter». C'est pour moi, c'est ça le luxe, en fait, c'est de me dire, «J'ai pas besoin d'avoir, 1 000 000 sur mon compte en banque pour, vivre ces moments-là». Mais encore faut-il que j'ai associé le fait d'avoir de l'argent avec l'opportunité que ça me donne de vivre des expériences et pas juste, un truc qu'il faut avoir parce que ou qu'il faut dépenser ou qu'il faut, enfin, voilà, tout ce qu'on vient de dire avant. Bon, en tout cas, justement, pour aller dans ton sens, je vais partager les exercices qu'on fait faire aussi pendant le parcours, hein, pour calculer, justement ces sommes qui de temps en temps, on a l'impression qu'elles sont, monumentales parce qu'on voit à droite à gauche sur les réseaux sociaux des gens qui vivent dans le luxe et de temps en temps, en fait, on se rend compte, en faisant ces exercices que, beh, il nous faut pas grand chose pour avoir ce qu'on appelle cette liberté financière qui nous permet de faire ce que tu as dit, c'est-à-dire, eh bien, ne pas se priver vers une vie qui nous paraît, idéale. Ouais, tout simplement, idéal. J'avais envie juste d'aborder un point que j'ai très apprécié aussi dans ce livre, dans Psychology of Money. Il insiste sur une idée qui me paraît essentielle, mais qui est souvent négligée, c'est qu'il est parfois plus facile et plus efficace de réduire ses dépenses que d'augmenter ses revenus. Déjà parce qu'on a un contrôle immédiat sur la chose. On peut décider, alors augmenter ses revenus, ça demande du temps, hein. Tu peux augmenter tes tarifs en tant que, entrepreneur, ou tu peux demander, une augmentation, mais ça, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain.
Alors que finalement, réduire ses dépenses, c'est une décision immédiate, voilà, tu peux choisir dès aujourd'hui de simplifier certaines dépenses et de se dire: «OK, je vais dépenser moins dans ça ou dans ça». Il parle aussi du fait que gagner plus, ça signifie pas toujours être plus libre, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens et ça je l'ai entendu et Junot, il en parle aussi dans son livre parce qu'il avait des clients avant, il était banquier en Suisse et il avait des clients qui gagnaient énormément, mais qui étaient toujours sur la paille parce qu'en fait, en augmentant leurs revenus, ce que font beaucoup, beaucoup de gens, ils augmentent également leurs dépenses en parallèle. Donc qui est plus riche finalement? Si tu gagnes 5 000 € par mois, mais que tu en dépenses 4 800, qu'une personne qui en gagne 2 000, mais qui en dépense, 1 200 quoi, tu vois? C'est exactement ce que je disais, c'est que c'est vraiment pas hormis évidemment les premiers paliers, comme je disais, si vous êtes au RSA ou si vous êtes vraiment au SMIC, avec, 4 enfants et en étant, mère célibataire, effectivement là, on est dans des cas qui sont un peu extrêmes. Mais à partir du moment où on arrive sur, ce qu'on appelle la classe moyenne, en gros, dans des revenus, où on arrive à équilibrer ses dépenses et cetera, bah ouais, est-ce que c'est pas plus simple de, si on est tout seul, d'arrêter le leasing d'un gros SUV, machin et de partir sur une petite citadine, parce que, voilà, plutôt que, et qui nous coûte peut-être 300 € de moins par mois? C'est une décision qui est beaucoup plus facile à prendre que, d'essayer de trouver un job qui va nous permettre d'augmenter 300 €, surtout qu'on trouvera toujours la dépense à ces 300 €. Ouais, ouais. Autant apprendre à les économiser. Dans En gardant évidemment, parce que ça c'est vraiment très important pour moi, ce message-là n'est absolument pas, comme je le disais, pour les personnes qui sont en difficulté financière, parce que, là je parle vraiment pour des personnes où, voilà, on arrive à avoir un toit sur la tête, qui est pas insalubre, on ne se pose pas la question de savoir si on va pouvoir manger et on peut se déplacer, la plupart du temps comme on le souhaite, même s'il faut des arrangements. Typiquement, bah, nous, on a fait le choix, par exemple, d'avoir une seule voiture pour 2. Bon, bah, des fois, c'est un peu galère, mais en vrai, on a une voiture. Donc voilà, j'ai cette liberté-là. Donc comment on pense l'argent dans ces cas-là? Si on n'en est pas là, évidemment, on est sur d'autres questions à se poser. On peut donner un exemple récent aussi, chez Cameo, hein. On avait un outil, de gestion de notre liste email, qui nous coûtait, beaucoup en fait par année, hein. C'est presque dans les 1 400 € par an et qui allait augmenter encore ses prix, mais de l'ordre de 20 à 30 hein. Donc c'était énorme comme augmentation et finalement on est passé à un outil, à 30 € par mois, quoi. Donc c'est je veux dire, on Je augmente galère, hein, on est d'accord, ouais. mais Est-ce que c'est dû à mais ceci dit, c'est l'outil ou vrai. est-ce que c'est dû au changement et dû au fait qu'on a dû rusher un peu C'est la ça, chose et que tu as voilà. Hem, mais voilà, en gros, quand même, l'économie, elle est assez substantiel. considérable, voilà et on n'a pas augmenté le CA, mais on a baissé finalement, les charges et ça, c'est, on Ça fait on du sent bien. on sent tout de suite, ça fait du bien. Voilà. Je te propose qu'on passe aux exercices. Alors c'est pas vraiment c'est des petits exercices, vous allez voir, hein, c'est quelque chose qui est très simple, qui vont vous permettre, eh bien, de calculer, la notion de sécurité financière, d'indépendance financière et de liberté financière. Donc déjà, commençons par dire qu'est-ce que c'est? Donc la sécurité financière, on va commencer par celui-là, eh bien, c'est chiffrer ses dépenses courantes, c'est-à-dire son minimum vital. Le calcul, il est très simple. La sécurité financière, c'est égal à tout ce qui est logement, donc que vous ayez un crédit ou que vous soyez en location, donc vous ajoutez, vous prenez ce nombre, vous ajoutez tout ce qui est dépenses pour les nourritures et les courses, la nourriture et les courses. Vous y ajoutez, les transports, hein, les véhicules, l'entretien ou si jamais vous êtes en transport en commun et cetera. Les services, par service, on entend, eh bien, tout ce qui est, électricité, gaz, téléphone maintenant, internet et cetera. Tout ça, ça rentre dans les services et puis tout ce qui est, frais d'assurance et de banque et quand vous ajoutez tout ça, ça donne un certain nombre, que vous pouvez calculer, par mois et ça équivaut à votre sécurité financière. C'est-à-dire que si jamais vous atteignez, ce chiffre, en fait, vous êtes, financièrement en sécurité. Voilà. C'est le minimum vital qu'il vous faut pour vivre chaque mois. Ensuite, il y a la notion d'indépendance financière. Donc ça veut dire qu'on assure le minimum vital et on va y ajouter, mais quelques plaisirs. Donc l'indépendance financière, c'est égal à la sécurité financière, plus toutes les dépenses liées aux vêtements et autres conforts. Ça peut être, les sorties, les extras. Donc les sorties, ça va être tout ce qui est, théâtre, cinéma et cetera
Et puis, les extras, ça va être tout ce qui est, sport, vacances, voilà, et cetera. Donc ça vous donne un certain nombre et ça équivaut à votre indépendance financière. Et enfin, la notion de liberté financière, là, ça va être de calculer son train de vie rêvé. Donc la liberté financière, c'est l'indépendance financière qu'on vient de calculer, auquel vous ajoutez finalement votre train de vie de rêve. Donc ça va être, eh bien, si vous avez toujours alors c'est vraiment un exemple terre à terre, mais si jamais vous avez toujours, rêvé de vivre en Porsche, pourquoi pas vous mettez une Porsche. Mais si jamais vous avez, envie, je sais pas, de faire, ouais, Lauriane, tu avais un là, tu Alors, as un truc. j'ai un truc à dire là-dessus quand on arrive sur ce genre de choses. Ouais. L'exercice de chiffrer sa vie rêvée, moi, c'est un exercice que j'ai fait Mmh. et j'aimais bien le prompt, enfin ce qu'on me disait avant. C'est-à-dire que le début, avant de faire cet exercice-là, l'idée c'était de se dire, imagine, t'as gagné au loto. T'as gagné au loto 50 millions d'euros. Donc en général, bah, tu vas faire au début un peu n'importe quoi, tu vas faire les trucs que tu as toujours rêvé de faire, flamber un peu, etc. Mais imagine que ça fait 1 an, bon, tu as toujours tes 50 millions d'euros, je sais pas comment, mais une fois que tu as fait un peu tout ce que tu t'étais dit que tu ferais un jour si tu gagnais au loto, euh, et que tu te lèves un matin et que tu as passé les voyages que tu voulais faire, les trucs que tu voulais faire, etc., à quoi ça ressemble ton quotidien maintenant? Ton vrai quotidien. Pour la plupart des multipotentiels, ça n'est absolument pas de la flambe. En Mmh. général, on a Tout envie à d'un fait, petit coin un peu tranquille, on a envie de pouvoir faire ses petites activités dans son coin. complètement. On a toujours envie de travailler en général quand on se dit pas je vais être, je vais mettre les doigts de pied en éventail toute la journée. Ça, c'est ce qu'on fait. Enfin moi en tout cas, je pense que ce que je ferais, c'est de gagner au loto. Je vais pas les flamber et aller au casino machin, mais Ouais, par contre, je vais peut-être me mettre les doigts de pied en éventail quelque temps. Euh, mais en fait, l'idée, c'est de dire, OK, une fois qu'on a passé ce moment un peu d'euphorie, d'avoir, ouais, on de faire s'imagine, là, n'importe quoi. on lâche un petit peu tout ce que, voilà, on rêverait de faire, on s'est toujours dit: «Si un jour j'avais des sous, je ferais ça», et cetera. Une fois qu'on a lâché ça, sur le papier et qu'on se dit: «OK, j'ai passé tout ça qui n'avait pas vraiment de sens», en tout cas qui a un sens de faire plaisir à l'enfant qu'on est à l'intérieur de soi, mais qui a pas de sens sur le quotidien, sur la vie, au quotidien, jour après jour. Souvent l'exercice qu'on conseille de faire, c'est d'abord de se dire: «OK, imaginons un jour où, tu dois faire ça pour le reste de ta vie. À quoi ressemblerait ce jour idéal?» Si tu devais définir un jour idéal et un jour que tu ferais toute ta vie, tu te dis: «À partir d'aujourd'hui, je dois faire absolument ça tous les jours», à quoi ça ressemblerait? Et après tu te dis: «Bah, OK, maintenant, ça va être ce jour-là, OK, et en fait, je vais pouvoir, l'adapter, mettre une semaine. À quoi ça ressemblerait sur une semaine?» Ça va permettre d'avoir, bah, par exemple, un week-end ou ce genre de choses, mais l'idée, en fait, c'est de dire: «Je vais construire brique par brique à quoi ressemblerait mon jour, ma semaine, mon mois idéal». Est-ce que j'ai envie de me dire, bah, comme en fait, j'ai envie de je sais pas, j'ai de la famille à distance et j'ai pas d'enfants et je veux une semaine par mois, pouvoir vivre dans des endroits différents, par exemple. Comment j'adapte une semaine par mois, je veux être off, par exemple. Je veux pouvoir partir et aller voir quelqu'un pour une relation à distance, voir ma famille, etc. Bref, on construit comme ça jusqu'à arriver à son année, et c'est ça qu'on va arriver à chiffrer, en fait. Mais l'idée, c'est vraiment de passer. Cet exercice n'est intéressant de chiffrer sa vie idéale que si on sort de ce qu'on nous a dit que il fallait faire, vous voyez, le Exactement. au Ouais. revoir président. Euh, Bah en fait, ça c'est cool. Bon, ça coûte pas d'argent de faire ça, hormis qu'on ça nous coûte notre job, mais c'est le but de la chose, donc jusque-là tout va bien. Mais tout ce qu'on peut imaginer derrière, du genre où est-ce qu'on va, ah bah c'est comme ça ma pauvre Lucette, on retourne en Australie. Bon bah voilà, tous ces trucs-là en fait qui ont un peu nourri notre imaginaire, etc. On essaye de les mettre de côté pour vraiment imaginer à quoi ça ressemble notre quotidien. Le petit quotidien, celui où on a le temps de s'ennuyer, celui où on doit créer du temps pour faire le truc qu'on veut faire. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de chiffrer. Ouais, Voilà. tout à fait. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'une fois qu'on a chiffré ça, ben, on se rend compte souvent que c'est pas enfin, moi j'ai l'impression que c'est pas si élevé que ça, en fait. On nous balance des chiffres, énormes sur internet des gens: «Ouais, regardez, vous faites, 10 000 € par mois, vous faites 15 000 et cetera». Mais j'en connais pas beaucoup finalement des personnes qui réellement ont leur train de vie de rêvé, en ayant enfin ils ont besoin pour vivre leur train de vie rêvé d'avoir ces sommes-là, en fait. Et Non, le fait de le figer, enfin pas de le figer, mais en tout cas de le calculer, sur l'instant, va nous pacifier par rapport à la somme qu'il nous faut réellement pour pouvoir vivre ce train de vie de c'est rêve. ça. Et ça, je trouve ça super intéressant. Alors évidemment, pour y arriver, il faut avoir une relation.
pacifié à l'argent. Hein, ce n'est pas suffisant juste de le calculer et souvent d'ailleurs on va repousser ce calcul, et ça en dit long justement aussi sur notre relation à l'argent, par rapport à ça. Mais voilà, je trouve que c'est un bon exercice parce que ça te fait relativiser sur: «Ah OK, en fait, bah, c'est pas si élevé et c'est carrément atteignable et j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin des millions, des dizaines de milliers d'euros qu'on me fait miroiter sur les réseaux sociaux, voilà, c'est assez Exactement. facile. Il suffit en plus de vivre dans un environnement où, l'argent est souvent, à une place, assez visible. Moi, je vis sur la Côte d'Azur, donc c'est vrai que si vous commencez mais souvent on est amené, naturellement évidemment à se comparer aux gens, à voir. Moi, quand je vais, me baigner, à Saint-Jean Cap sur la presqu'île, de Saint-Jean-Cap-Ferrat et que je croise, des villas absolument somptueuses, c'est vrai que se dire, dis donc, vous voyez? Et alors que finalement quand on y réfléchit, est-ce que j'ai Est-ce qu'on a envie de envie de vivre ça? une maison C'est somptueuse ça! au bord de l'eau avec, Non, 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 enfin moi je sais que ça me fait pas absolument pas rêver, tu vois? Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre en fait, d'arriver à distinguer qu'est-ce qui en fait de décrocher le revenu financier idéal, d'une utopie ou d'un truc inatteignable pour le rendre atteignable et le c'est rendre ça, concret. L'idée exactement. c'est pas, des fois on a cette réflexion-là dans le parcours de, «Mais je comprends pas à quoi ça sert» et cetera. En fait l'idée c'est simplement de faire comprendre à notre cerveau que, concrètement, c'est possible. On n'a pas forcément le chemin directement et en vrai, ce jour idéal et cette semaine idéale, ben, peut-être qu'en fait dans 1 an et surtout après le parcours, ça ressemblera plus à ça et c'est OK. Mais l'idée en fait, c'est de faire cette gymnastique et de rendre un objectif concret. On sait que sur le fait que pour arriver à atteindre un objectif, il faut le rendre concret. Si vous dites un jour: «Il me faut 1 million d'euros pour y arriver», mais comment vous voulez arriver à mettre les efforts en place pour atteindre ce 1 million d'euros? Même si on était dans un truc où on se dit: «C'est possible parce que, vous avez un super talent, parce que vous avez des connaissances, un réseau, blablabla». En fait, si ce 1 million d'euros n'a pas de sens pour vous, ne représente pas quelque chose de concret, ça restera un rêve. Et en soi, c'est pas grave, hein, si c'est voilà, mais l'idée, c'est de se dire qu'en fait, si on repart à l'objectif de ce live qui était de gagner sa vie sans se perdre, il faut arriver à se reconnecter à soi et pour savoir dans un monde idéal, à quoi ça ressemble. Évidemment, on sait qu'on vit pas dans un monde idéal. On sait qu'on vit, qu'il y a des choses qui vont enfin, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, l'inflation, les guerres, les trucs comme ça. OK. Mais maintenant, à quoi ça ressemblerait mon monde idéal et qu'est-ce qu'il faudrait à l'heure actuelle pour que je le fasse? Et en gros, l'idée, c'est de juste se dire: «Bah, ouais, j'ai une cible. Je sais où je veux aller, donc bah, j'ai plus de chances de l'atteindre que si je ne sais pas où je veux aller». C'est tout simplement ça. Eh bien, je pense que tu as bien bouclé, ce live. C'est un beau message, final. Je vous réinvite, hein, une 3e et dernière fois, bien, je vous pose la question, si vous voulez nous écrire pour partager finalement quelle est votre plus grande difficulté aujourd'hui, sur ce sujet, sur le sujet de l'argent? Est-ce que vous avez des croyances en particulier sur l'argent que vous aimeriez déconstruire? N'hésitez pas à nous écrire, à venir partager également dans la communauté Cameo, hein. Vous pouvez le rejoindre, gratuitement en allant sur le site, cameo.fr, donc kmeo.fr/communauté avec un K et bien venir en discuter avec nous. Par exemple, ce jeudi, on a une discussion donc demain, sur «L'argent et moi, une relation compliquée». Et on va passer 1 heure justement à parler de ce sujet de l'argent et puis il y aura d'autres sessions à laquelle vous pourrez, venir participer. Merci Votre écoute. pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. Tout à fait et on se dit à très vite. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et à très bientôt! Voilà, cet épisode est terminé. On espère qu'il t'a plu et qu'il a pu t'aider. S'il t'a parlé, n'hésite pas à nous envoyer un message pour partager ton propre rapport à l'argent. Tu peux aussi nous retrouver sur la communauté de Cameo pour échanger avec d'autres personnes multipotentielles sur le site cameo.fr, donc kmeo.fr. Et si tu ne veux rater aucun nouvel épisode de Thé ou Café, pense à t'abonner à notre newsletter dans laquelle on partage chaque semaine, avec plusieurs milliers de multis, nos réflexions, nos trouvailles et nos inspirations du moment. Allez, je te dis à très bientôt et prends bien soin de toi.